Donc bonjour à tous, donc Christian Couturier, donc moi je travaille à Solagro, qui est une entreprise associative qui a été fournie en 1980. On est basé à Toulouse, on a 25 salariés, 200 adhérents et on travaille sur l'agro-environnement. Donc on a un pôle agro-environnement et un pôle bioénergie. Donc moi je dirige le pôle bioénergie et je suis par ailleurs membre de l'association Négawatt et je suis l'un des auteurs du scénario Négawatt, notamment pour toute la partie biomasse. Et on a accompagné un certain nombre de territoires sur le chemin de la transition énergétique, donc à commencer par la communauté de communes du Menet. C'était déjà, on y a mis les pieds la première fois il y a 12 ans pour un projet de méthanisation, et puis on y est revenu en 2005 pour accompagner le lancement du programme 100% renouvelable. On a travaillé sur Draga. Voilà, donc on commence à avoir un retour sur ce qui marche et ce qui ne marche pas sur les territoires ruraux qui se caractérisent par le fait qu'à la différence des territoires urbains, en général, on a des moyens financiers et humains qui sont limités. On n'a pas des services techniques très développés dans nos communes rurales, et donc il faut faire avec. Et donc la question, c'est avant de mobiliser les énergies renouvelables, c'est comment on arrive à mobiliser les énergies humaines sans les épuiser. C'est renouvelable, mais c'est quand même épuisable. Voilà. Donc on propose une méthode qui est une méthode progressive, pragmatique, qui tient compte des réalités de terrain, et donc en trois étapes. Donc voilà, il faut gravir des montagnes. Donc avant de gravir la montagne, on ne passe pas tout de suite à l'étape alpine, on commence par faire de la randonnée en prenant des bonnes chaussures, la bouteille d'eau, et puis on y va tranquillement. Il faut commencer à se cultiver sur l'énergie, en sachant qu'on n'a pas de culture de l'énergie dans les communes. C'est pas ancré dans la culture des collectivités locales encore pour le moment, pour des raisons historiques qu'on ne va pas détailler. Donc il va falloir apprendre à marcher, quoi. Donc première chose, on commence par ce que j'appelle le KEC, le kit énergie-climat. Donc 3 postes clés. Il faut investir sur les moyens humains, ça c'est indispensable à tout programme. Et on commence par l'économe de flux. C'est un technicien qui est embauché par la commune pour travailler sur son propre patrimoine. Donc on va faire des économies d'énergie et financières à la commune, et au bout d'1 an ou 2 ans ou 3 ans, le poste est rentabilisé par les économies qu'on réalise. Bon. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut dégager des marges budgétaires, c'est quand même pas toujours évident dans les budgets communaux qui sont un petit peu contraints. Et puis c'est surtout que ça a une valeur symbolique, c'est-à-dire qu'on ne va pas engager un plan climat sur un territoire en expliquant aux gens comment eux doivent faire, alors que la commune n'a pas commencé à travailler sur son propre patrimoine, et en bon gestionnaire, on commence par faire le ménage chez soi. Donc on donne l'exemple, donc c'est la commune exemplaire, on embauche des économes de flux, et si on n'a pas les moyens, parce qu'on est une toute petite commune, et bien on s'associe avec d'autres communes, et ça s'appelle un conseil en économie partagée. Donc on considère que à partir de 20 000 habitants, 50 000, 10 000, ça dépend, il y a plusieurs religions en la matière, mais enfin il y a un seuil au-delà duquel ça devient rentable d'embaucher des économes de flux, et c'est pas un poste qui coûte, c'est un investissement qui rapporte, c'est un investissement productif. Donc première chose. Deuxième chose, il faut s'adresser à la population. Il faut engager toute la population sur la voie de la transition énergétique. Ça ne va pas être simple tous les jours parce qu'il faut changer nos modes de vie, il faut changer nos modes de consommation, il faut apprendre à faire avec de l'énergie rare et chère. Et donc il faut s'adresser aux citoyens, et il ne faut pas simplement leur dire on va vous poser des éoliennes, on va faire des projets concertés, etc. Enfin, les grands projets, il faut aussi que chacun, chez soi, à domicile, on soit accompagné pour changer. Et donc il faut du conseil pour les particuliers, ça s'appelle les espaces info-énergie. Là aussi, on ne va pas embaucher un EIE dans les petits territoires ruraux, mais on peut créer des antennes locales de l'EIE, du département, etc. En tout cas, s'adresser aux citoyens, pour nous, c'est essentiel. Et puis, troisième chose, il faut s'adresser aux acteurs socio-économiques du territoire, que ce soit les agriculteurs, les artisans, les PME, les entreprises de toute taille, etc. Et donc là, il va falloir mobiliser un certain nombre de forces vives, et pour ça, il faut qu'on ait un animateur qui soit là pour aider les acteurs socio-économiques de leur côté aussi à s'engager, accompagner les projets structurants, organiser la concertation entre tous les acteurs du territoire. Donc le rôle crucial de l'animateur énergie-climat, qui est là aussi pour éventuellement faire travailler les bureaux d'études qui vont intervenir
sur le territoire, ou toutes les entreprises qui vont être amenées à participer à l'élaboration de cette démarche. Donc ça, c'est la première marche. La deuxième marche, une fois qu'on a fait ça, on engage la phase de diagnostic. Mais seulement à ce moment-là, on engage la phase de diagnostic. Et la phase de diagnostic, donc j'y reviendrai tout à l'heure, c'est pour moi, il faut que ça soit un diagnostic simple. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de mettre dans la tête des gens, à commencer par les élus, les techniciens, mais tout le monde, les ordres de grandeur. Hein, comme disait Marc, c'est pas la peine d'aller faire raffiner les chiffres après la virgule si, en ordre de grandeur, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, extrêmement important d'avoir un diagnostic qui soit simple, parce que tous les moyens qu'on va mettre sur le diagnostic, on ne le mettra pas après. Hein, parce qu'on fait des réunions où on mobilise des gens pour faire du diagnostic, mais ce qui compte, c'est de les engager sur l'action. Donc, un diagnostic simple, adapté à ce que peut réaliser un territoire rural. Et puis, ce qui compte surtout dans la mobilisation, c'est de faire émerger les forces vives. Alors, les forces vives, ça veut dire qu'on a un certain nombre d'acteurs qui ont chacun leurs motivations, qui peuvent être des motivations environnementales, qui peuvent être des motivations financières, qui peuvent être des jeux d'acteurs d'entreprises, de collectivités, etc. Tout ce que vous voulez, peu importe, à partir du moment où ils se reconnaissent collectivement dans un projet avec les motivations qui sont les leurs, mais il faut faire sortir ces projets. Et le plus difficile, c'est ça, c'est-à-dire, on sait tous qu'une des contraintes majeures, c'est le temps de cerveau disponible de tout le monde, à commencer par les élus, surtout les élus ruraux qui ne sont pas dédiés à l'énergie, à part des super motivés comme on en trouve trop peu, mais c'est vrai que le travail d'un élu, c'est pas de faire de la planification énergétique, c'est éventuellement, voilà, comme ce matin, tu nous racontais, voilà. Donc il faut tenir compte de ça. Et donc on n'a pas en face des super spécialistes de l'énergie, mais pourtant c'est eux qui doivent décider. Donc il faut faire émerger des projets qui seront ce qu'ils seront, qui vont émaner des gens sur le territoire qui sont présents là à l'instant donné. Ça ne sera pas forcément les meilleurs projets qu'on peut imaginer parce qu'ils ne sont pas, voilà, c'est pas forcément le truc parfait. N'empêche que c'est des trucs qui existent. Et donc c'est plus important de travailler sur la réalité avec ses défauts que sur des projets rêvés, virtuels et qui le resteront encore pendant longtemps. Donc c'est ça, il faut dans un premier temps mobiliser, quitte à... voilà, il faut sortir des projets et dans le lot, il y en aura des mauvais forcément. Bon. C'est pas forcément très grave. Il faut mieux avoir des mauvais projets que pas de projets du tout. Si, non, mais les mauvais projets, ils n'iront pas forcément au bout. Ce qui est important, c'est que les gens engagent la démarche. Et le troisième échelon, c'est le plan. C'est-à-dire que là, on va fixer des objectifs qui seront des objectifs discutés, concertés, rationnels. On va appliquer des grilles d'analyse multicritères, on va hiérarchiser des priorités, etc. Donc là, on va faire une approche rationnelle comme il faut faire. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut commencer par réfléchir avant d'agir. Dans la pratique, si on réfléchit trop, on n'agit plus. Alors si on fait que agir sans réfléchir, ça ne va pas non plus. Donc il y a un moment pour tout. Mais je pense que le moment de la planification, c'est un moment qui vient après le moment de la sensibilisation et de la mobilisation. Parce que sinon, vous allez les planifier sur les objectifs bas. Parce que vous allez fixer des objectifs qui seront inaccessibles. Parce que ça sera, vous verrez après, mais la transition énergétique, ça mobilise tellement de choses, de forces, que vous allez tout de suite vous faire peur. Donc il faut mieux commencer par apprendre à faire des trucs à votre échelle, modeste s'il faut, ou pas modeste si vous êtes déjà, si vous avez déjà beaucoup d'ambition, mais faites des choses à votre échelle et avec votre capacité. Et là, une fois que vous saurez de quoi vous parlez, c'est-à-dire que les services techniques savent de quoi ils parlent, que les entreprises sur le territoire savent de quoi ils parlent, là, on peut commencer à avoir une planification digne de ce nom. Et donc c'est là qu'il faut aussi créer des outils opérationnels, parce que tout ça, ça ne va pas se faire comme ça. Là, il y a des projets qui peuvent sortir plus ou moins spontanément, des projets d'entreprises, d'agriculteurs, de développeurs, de collectivités, etc. Il y a un moment où si on veut vraiment aller plus loin, il va falloir créer des outils adaptés au territoire, notamment des outils de financement. C'est là où on va passer des contrats de partenariat, par exemple avec Énergie Partagée, entre autres pour mobiliser de l'épargne citoyenne, etc. Donc on va passer encore à un niveau supérieur. Donc pour ce qui concerne le diagnostic, donc nous ce qu'on préconise c'est de faire des diagnostics qui sont simples. On va partir par exemple, alors on engage un territoire sur une démarche 100% renouvelable, facteur 4, énergie positive, tout ce que vous voulez, peu importe la terminologie. L'important c'est qu'en ordre de grandeur, on va diviser par 2 à terme sur 2 générations, disons, la consommation d'énergie finale, on va multiplier par 3 la consommation d'énergie
la production d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est un scénario de type négawatt appliqué à un territoire qui compterait par exemple 50 000 habitants, au hasard. Sur ce territoire de 50 000 habitants, si on applique les ratios nationaux, c'est 125 000 tonnes équivalent pétrole. Alors il y a des territoires où ça ne sera pas du tout ça, ça sera beaucoup moins, d'autres ça sera beaucoup plus. C'est pas grave. À ce stade-là, de toute façon, 125 000 tonnes équivalent pétrole, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Physiquement, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que ça représente 125 000 tonnes équivalent pétrole. Alors après, on peut nous dire que le chiffre, il est faux ou il est vrai, il est surestimé ou sous-estimé, qu'est-ce que ça change? De toute façon, il faut mettre des réalités physiques derrière ces chiffres. Donc on va y venir. Donc, 125 000 tonnes équivalent pétrole, les objectifs en 2020, si on veut suivre une courbe de ce type-là, ça veut dire qu'il va falloir économiser 25 000 tonnes équivalent pétrole en énergie finale en 2020 et produire 11 000 TEP supplémentaires en énergie renouvelable. En 2030, on est là, en 2050, on est ici. Voilà, vous ne savez toujours pas à quoi ça correspond comme éolienne, comme panneau photovoltaïque, etc. Donc vous n'avez pas de représentation mentale derrière ces chiffres-là. Donc vous pouvez avoir des chiffres qu'on peut plus ou moins raffiner. Donc c'est important, c'est de savoir voilà, derrière à quoi ça correspond. Donc là, mon petit jeu de cartes, on a 9 cartes qui représentent chacune la même production d'énergie. Donc on a 1000 tonnes équivalent pétrole, 1 million de litres de fuel, 42 gigajoules, pétajoules, je ne sais plus, pétajoules. L'unité scientifique, c'est le joule. Alors, une carte, ça représente donc 1000 TEP, et voilà, 1000 TEP, c'est quoi? Mais ça correspond à une chaufferie biomasse de 2 MW dans l'industrie, ou 5 chaufferies bois pour le chauffage, 30 000 m² de capteurs thermiques, 100 000 m² de photovoltaïque, 5 éoliennes d'un mégawatt, 2000 logements équipés d'un chauffage bois performant, 25 000 tonnes de fumée méthanisée, 250 hectares de biocarburant, 3 centrales hydroélectriques d'un mégawatt chacune. Voilà, donc les objectifs de 2020, il vous faut 11 cartes pour y arriver. En 2030, il vous en faut 28, et en 2050, il vous en faut 45. Alors après, si vous n'aimez pas les biocarburants, ni le biogaz, ni l'hydroélectricité, ni les éoliennes, ni le bois, ni... Voilà, vous êtes que photovoltaïque, vous aurez 45 cartes de photovoltaïque. Bon, voilà, ça vous fera 450 hectares sur votre territoire de 50 000 habitants, pourquoi pas. Après, si vous voulez faire, si vous aimez tout, vous allez jouer 5 quarts de chaque, etc. Ou alors vous allez trouver encore autre chose qu'on n'a pas inventé. Peut-être que, bon, ici, la houle, peut-être pas trop, mais enfin, voilà. Non, c'est pas on ne le compte pas encore dans le renouvelable. Voilà. Donc vous pouvez faire votre combinaison, vous pouvez jouer les cartes que vous voulez, gagnant, perdant, etc. Bon. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la production d'énergie. Maintenant, pour les économies d'énergie. Donc pareil, chaque carte représente la même quantité d'énergie économisée, 1000 TEP dans tous les cas. Et donc, 1000 TEP, ça représente quoi? C'est 50 000 m² de logements rénovés, 1 degré de réduction de température de chauffage dans 7000 logements, économiser 10 000 tonnes de ciment, 50 appareils électroménagers basse consommation, 20 immeubles en ville au lieu de lotissement, 2000 inserts de cheminée, économiser 800 tonnes d'engrais, 150 000 ampoules basse consommation, 5000 usagers réguliers du covoiturage, une ligne de bus ou 30 000 personnes qui se déplacent à vélo toutes les semaines, 500 000 gestes quotidiens, 2000 voyages en avion, donc distance économisée, 3 000 voitures sobres, 4 000 pompes à chaleur, une cellule énergie, conseiller info, tout ça, le CAEC, 30 000 m² de logement tertiaire, 25% de l'énergie d'une collectivité, ou je ne sais pas, là aussi on n'a encore pas tout inventé. Et donc, 25 cartes pour atteindre les objectifs de 2020, 47 pour atteindre ceux de 2030 et 54 cartes pour atteindre ceux de 2050. Alors après, vous pouvez faire la combinaison. Donc là, c'est plus complexe, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de choses que pour produire des énergies renouvelables. Mais voilà, à vous de choisir aussi les cartes que vous voulez jouer sur votre territoire. Voilà. Et donc ça, avec ces éléments-là, vous avez déjà des éléments de diagnostic. Il vous suffit de prendre la population du territoire et vous prenez les coefficients. Je vous promets de savoir qu'ici, il faut jouer 25 cartes pour atteindre les objectifs 2020 ou 15 ou 42. Ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va créer une ligne de bus sur le territoire ou pas? C'est ça les questions. Comment est-ce qu'on va faire du covoiturage? Et de toute façon, dans tous les diagnostics qu'on peut faire, on va retomber sur les mêmes questions. Grosso modo, la consommation d'énergie en commune rurale, 50% c'est les transports. Donc de savoir qu'on va consommer 15 000 litres d'essence par an ou 25 000, qu'est-ce que ça change de toute façon? C'est quoi la solution pour se passer de la voiture individuelle en milieu rural?
Donc si on veut vraiment travailler sur les solutions, ce n'est pas la peine de raffiner un diagnostic qui de toute façon demain sera périmé parce que les gens auront changé de voiture, etc. Il faut obligatoirement s'attaquer très tôt à des pistes de solutions. Et c'est ça qu'il faut engager, parce que là on va parler de covoiturage, on va parler d'écomobilité, on va parler de plein de choses tout à fait intéressantes et beaucoup moins de chiffres qui sont aussi intéressants, surtout pour nous qui sommes bureaux d'études et prestataires et on répond à des appels d'offres, on nous demande de détailler tout ça. Je vous promets, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on y va. Et globalement, on sait à peu près vers où il faut aller et ça suffit de faire des schémas comme ça. Franchement, je pense qu'avec ça, on sait si on veut y aller ou si on ne veut pas y aller. Voilà. Et ce qui compte après, c'est qu'est-ce qu'on va choisir là-dedans et surtout comment est-ce qu'on s'y prend. Alors pour convaincre aussi les élus que c'est quand même des programmes structurants qui engagent fortement tout le territoire et que ça vaut la peine d'y aller, rien de tel que de regarder combien ça nous coûte aujourd'hui, combien ça nous coûtera demain si on ne fait rien et combien on va gagner si on fait quelque chose maintenant. Donc aujourd'hui, sur ce territoire de 50 000 habitants, on achète l'équivalent en produits importés de 54 millions d'euros par an. D'accord ? Ce n'est pas la facture énergétique, hein, c'est juste la valeur du pétrole, du gaz naturel et du charbon importés aux frontières. Après la facture énergétique globale, il faudrait rajouter l'électricité qu'on produit sur le territoire national, plus le coût du raffinage, plus le coût de la distribution, etc. etc. Ça correspond juste à la facture qu'on veut économiser. L'objectif, ce n'est pas de réduire l'emploi sur d'autres territoires en France et de réduire notre dépendance à l'extérieur. En tout cas, pour nous, c'est notre objectif. Donc aujourd'hui, on dépense 54 millions d'euros par an. Si on garde le même niveau de consommation aujourd'hui, et si on considère que le pétrole risque de passer à 250 $ le baril, c'est quand même les prévisions de l'association pour le pic pétrolier, il y a des prévisions qui sont encore supérieures à ça, il y a des économistes qui ont parlé de 380 $ le baril. Donc si on passe à 250 $ le baril, ce tendanciel, ça passerait à 130 millions d'euros en 2050. Dans le scénario sorti du fossile, alors, sauf si évidemment on fait du gaz de schiste sur le territoire, parce que là ça va rapporter, bon, mais ce n'est pas une hypothèse sur laquelle on travaille encore pour le moment. Et donc dans ce scénario-là, on est à 7 ou 20 millions d'euros, ça va dépendre du cours du pétrole. Donc si on dit que la facture ne va pas augmenter, là on a 1 milliard d'euros à économiser, donc 1 milliard d'euros à recycler dans l'économie, alors locale, régionale ou nationale, à la fois en termes de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable. Ça, c'est 1 milliard d'euros par rapport à un prix du pétrole qui serait constant. Évidemment, il ne va sans doute pas rester au niveau actuel. Et s'il passe à 250 $ le baril, avec une progression linéaire, c'est 2 milliards d'euros qui sont en jeu. Donc là, avec ça, on se dit que réinjecter 2 milliards d'euros dans de l'économie locale, régionale ou nationale, pour un territoire de 50 000 habitants, ça vaut un peu le coup, et c'est d'ailleurs ce qui avait motivé nos élus du Menet quand ils sont allés à Gussing, hein, c'est-à-dire que Gussing a vraiment créé une économie bâtie sur les renouvelables, avec quand même pas mal d'emplois à la clé, et donc voilà, ça fait partie des motivations. Sachant que si on veut commencer le programme comme on le préconise nous, première étape, c'est l'économe de flux, et premier réflexe des élus en général, c'est ouais, mais on va encore embaucher un fonctionnaire et ça va nous coûter. Et quand il aura fait ses économies d'énergie, après, qu'est-ce qu'il va faire? Au bout de 3 ans, il va falloir qu'on le garde quand même, alors qu'il aura fini son boulot. Donc nous, on répond oui, mais c'est un investissement productif parce qu'il réalise des économies. Il a bossé 2 ans, il a payé son poste à vie. Les économies qu'il fait les 2 premières années, qui sont des économies récurrentes, ça lui paye son poste à vie. Et des économies à réaliser par la suite, parce que là, s'il s'arrête de bosser, après tout, il a financé son poste à vie, donc pourquoi il continuera à bosser? Bon. Enfin, en général, ils continuent à travailler, ces gens-là. Et donc, ils continuent à faire des économies, ils vont aller chercher des gisements d'économies de plus en plus difficiles, un peu sioux, un peu compliqué, un peu, etc. Puis tout ça, ça évolue, parce que là, on va isoler des passoires thermiques, ça va bien. Quand on va commencer à faire des bâtiments énergie positive, etc., il va falloir du répondant côté collectivités quand il va falloir aborder des domaines d'un niveau de technicité un peu plus redoutable. Donc, de toute façon, c'est des emplois. Quand il sera à la retraite, il fera encore des économies d'énergie, puis son successeur aussi. Il y a pour 2 générations d'emplois d'économes de flux dans nos territoires et qui seront rentabilisés
sur les économies réalisées. Voilà. Mais systématiquement, vous aurez de toute façon ces oppositions. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on a encore eu des approches comptables où on sépare budget, investissement, budget de fonctionnement. Et on a les dépenses budgétaires sur le poste d'économe de flux. Moi, dans ma commune, on le voit tous les ans. L'économe de flux, le responsable du budget, vient voir l'élu en charge du dossier, Isabelle, n'est-ce pas, qui a fait l'étude pour Draga, en lui disant, mais ton poste d'économe de flux, là, on ne peut pas récupérer le budget parce qu'on pourrait le mettre sur les travaux et tout ça, où ça serait utile. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne font pas coût du poste budgétaire et les économies qu'ils réalisent, parce que ce n'est pas sur les mêmes budgets. Il n'y a personne, sauf lui, parce qu'il tient à son poste, qui fait le raisonnement sur je coûte, mais j'économise, et donc globalement, mon poste, il est largement financé. Donc tout pendant qu'on ne fera pas ces analyses en coût global des postes d'économe de flux, d'une façon générale d'ailleurs dans la comptabilité publique, et là, on sera pénalisé par ces questions-là. Voilà, j'ai terminé. Merci. Si vous avez des corrections.